Il existe dans les familles des affinités héréditaires pour certains métiers. Valentin Durafour, dont le père avait conduit des autobus dans Paris, poursuivait à peu près le même travail. Pilote à la STCNP, Société de transport en commun New York-Paris. Il couvrait régulièrement ses 10 allers et retours par jour et espérait arriver sans histoire à l'heure de la retraite. C'était un métier de tout repos. En vérité, le pilote n'était guère plus qu'un figurant. Le contrôleur, lui, assumait des responsabilités et abattait de la besogne, oui. Avec sa petite boîte sur le ventre, il devait demander à chaque voyageur son ticket et l'oblitérer. Crrr dans un bruit de crécelle. Aux heures d'affluence à la sortie des bureaux et des ateliers, quand les travailleurs parisiens regagnaient leur pavillon de la banlieue de New York, ils préféraient habiter l'Amérique, c'était toujours plus confortable. Ce n'était pas une sinécure de s'acquitter de ce travail, surtout en deuxième classe, avec tous ces gens debout entre les sièges qui se marchaient sur les pieds. Pendant ce temps, le pilote demeurait bien tranquillement assis dans sa petite cabine. Au coup de sonnette du contrôleur, il appuyait sur un bouton qui bloquait les portes étanches, puis il embrayait. Après, en somme, il n'avait plus à s'occuper de rien. Le stratobus démarrait doucement, pas plus de 2000 à l'heure au-dessus de Paris, sortait des couches basses de l'atmosphère, prenait alors toute sa vitesse sous l'effet de ses moteurs à réaction et arrivait en vue des côtes américaines en moins d'une demi-heure. Du départ à l'arrivée, en vol et atterrissage compris, il était conduit, contrôlé, surveillé, couvé, pourrait-on dire, par des appareils automatiques de bord en liaison avec des appareils à terre. Il ne pouvait pas plus s'écarter de sa route que le métro de ses rails. Le seul inconvénient du métier de pilote, c'était qu'il s'ennuyait. Valentin Durafour, lui, pour passer le temps, tricotait des layettes en nylon mousseux inusables. Ça le distrayait, si au-dessus des nuages, et ça lui faisait un petit supplément de revenus. Il y avait longtemps que les compagnies américaines avaient supprimé ces employés inutiles à bord de leurs appareils, mais en France, on continuait d'être, comme toujours, un peu en retard. Les Français, si facilement héroïques quand il s'agit de donner leur vie pour rien, tiennent à ce qu'on veille sur eux quand ils paient. Et ils s'imaginaient puérilement être plus en sécurité avec un pilote qui ne servait à rien que sans pilote. C'était une douce survivance de l'esprit petit bourgeois. Comme nous allons le voir, ce fut pourtant à cet attachement aux usages du passé que le monde dut d'être sauvé, sinon de la destruction totale, tout au moins de la barbarie définitive. Ce matin-là, donc, Valentin Durafour et son bus, descendant à vitesse réduite vers New York, s'apprêtaient à atterrir. Il n'était plus qu'à 16 000 mètres d'altitude et les voyageurs, placés près des fenêtres, heureux de revoir la terre, regardaient monter vers eux le damier de la ville, quand tout à coup, New York se souleva, s'embrasa, fleurit en une gigantesque fleur sphérique de flammes et de fumée qui se mit à pousser à une vitesse vertigineuse vers le soleil. L'éclair de lumière avait été si intense que lorsque le pilote et les voyageurs, après avoir fermé les yeux par réflexe de défense, les rouvrirent, ils ne virent plus qu'un essaim de papillons noirs voletant devant leur rétine violentée. Tous avaient compris, tous. C'était une explosion atomique. Guerre ou accident? Chacun espérait accident, et tout le monde craignait guerre. Il n'y eut aucune panique, le cas était prévu, bien qu'il ne se fût jamais produit.
Si les appareils au sol venaient à cesser de fonctionner, le stratobus reprenait automatiquement de la vitesse et de l'altitude et se mettait à tourner en rond à 30 000 mètres jusqu'à ce qu'il fût de nouveau happé par le contrôle. Valentin Durafour n'eut même pas à intervenir. Son véhicule, qui portait le numéro B312, releva le nez et monta à la vitesse d'une comète vers l'azur, échappant de justesse au singulier bourgeonnement qui venait de réduire l'immense cité à un simple mélange de ciment pulvérisé, de chair vaporisée, de débris cuits et tire-bouchonnés. Si rapides que fussent ses réflexes, jamais le pilote n'aurait pu changer de cap aussi vite, et le véhicule et ses passagers, quelques dixièmes de seconde plus tard, seraient entrés tout droit dans l'enfer. L'automatisme immédiat de la machine avait été leur salut. Le B312 se mit donc à décrire un immense cercle à 30 km d'altitude, et de là-haut, car le temps était clair, les passagers purent se convaincre qu'il s'agissait bien de la guerre et non d'un accident. Ils virent en effet s'élever sur tous les horizons d'autres champignons incandescents qui tournoyaient sur eux-mêmes, découvraient leur cœur de flammes blanches, se gonflaient, s'épanouissaient en parasols de fumée et de poussière. Valentin Durafour décrocha le téléphone et, pour acquis de conscience, mais sans espoir, appela New York. Il ne restait de New York qu'un nuage que le vent commençait à effilocher. Et New York, bien entendu, ne pouvait pas répondre. Alors le pilote, le cœur serré d'angoisse, appela Paris. Et Paris, puis Londres, Moscou, Berlin, Nankin, Sydney restèrent silencieux. Il appela 20 autres villes. Il obtenait d'habitude la communication en quelques secondes, le temps de faire le numéro sur son cadran. Aucune ville ne répondit. Derrière lui, penché sur lui, le contrôleur, blême, une main sur la boîte accrochée à son ventre, l'autre appuyée sur le dossier du siège de pilotage, tendait l'oreille, essayait d'écouter la réponse qui ne venait pas. Il répétait de temps en temps 2 mots entre ses dents, 2 mots qui disaient tout ce qu'il éprouvait. Mes gosses. Qui avait commencé la guerre? Aucun des survivants de la catastrophe ne le sut jamais, ni même ne le supposa, tant la vérité était peu facile à deviner. Le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, qui avaient essayé la bombe atomique sur le Japon, continuèrent d'en fabriquer. On pouvait craindre que ces bombes servissent un jour à autre chose que la chasse aux petits oiseaux. Aussi, la Russie, puis d'autres nations, se mirent à chercher le secret de sa fabrication et le découvrirent. Ce fut bientôt le secret de Polichinelle, et les bombes s'entassèrent, pendant que les délégués des nations à l'ONU proclamaient d'ailleurs avec sincérité leur amour de la paix. Les hommes n'étaient plus maîtres de leur destin. Chaque nation avait peur des autres, peur d'être attaquée la première, peur de ne pas pouvoir répondre, et fabriquer les petites bombes. Les procédés de projection des bombes par fusée à réaction et de guidage par radar furent mis au point sans difficulté, et les spécialistes de tous les pays du monde installèrent les fusées sur leurs affûts, prêtes à partir, chacune réglée d'avance, pointée vers un objectif précis qu'elle ne pouvait manquer. Un système de déclenchement automatique y fut ajouté. Le premier projectile qui approcherait d'un territoire armé provoquerait le départ immédiat des projectiles adverses. Ainsi, une nation qui prendrait la responsabilité de commencer la guerre subirait aussitôt la riposte, même si son bombardement détruisait tout chez l'ennemi, car celui-ci, avant de disparaître, aurait vu s'envoler ses propres engins de mort.
La fabrication des explosifs atomiques avait été si perfectionnée, si simplifiée, et pris une telle cadence qu'il n'était pas une ville des grandes nations, pas une de leurs agglomérations un peu importantes, vers qui ne fût braquée une de ces torpilles. L'effroyable menace qui pesait sur l'humanité faillit provoquer une folie générale. Au cours d'une séance mémorable du Conseil de l'ONU, un accord intervint enfin. Certes, il ne s'agissait pas de désarmer. Il eût fallu pour cela que quelqu'un commençât, acceptât cette humiliation et ce risque. Et il n'en était pas question. Mais chacune des grandes nations se résigna à laisser garder ses batteries de départ par des représentants des autres nations. L'échange des surveillants se fit simultanément. Ils arrivèrent ensemble à leur poste, à la seconde S de la minute M de l'heure H du jour J. Ainsi personne ne perdit la face. Ce fut la naissance du CIV, Corps international des veilleurs. Désormais, auprès de chaque rampe de départ, des gardiens des 5 principales puissances se relayèrent, veillant à ce que nul jamais ne fît partir le premier des engins infernaux. C'était une solution absurde, mais les hommes communs, qui cherchent humblement et simplement à vivre, trouvèrent que c'était déjà très beau. Ils commencèrent à respirer, à sourire. Ils imaginèrent que peut-être, un jour, les gens sérieux qui mènent le monde et qui savent les choses se mettraient enfin d'accord pour détruire ces monstres au lieu de les surveiller. La joie succéda à l'angoisse, enfla, devint délirante. On dansa, on chanta, on se jeta dans les plaisirs avec une avidité qui masquait la survivance d'une peur qu'on préférait écraser sous les rires plutôt que l'avouer. Chacun, au fond de soi, conservait cette pensée de stupide bon sens. Tant que les bombes existent, elles peuvent servir. Ce fut bien, en effet, ce qui arriva. Il existait une petite nation, très pauvre, au sein des montagnes, qui était neutre depuis toujours, qui n'avait jamais fait la guerre à personne, qui ne fabriquait que des jouets en bois, qui ne possédait aucune industrie, qu'on avait jugée si peu dangereuse, si misérable, si insignifiante, qu'elle ne faisait même pas partie de l'ONU. Or, il se trouva dans ce pays un homme assez fou pour croire que l'heure était venue pour sa patrie de dominer le monde, et assez exalté pour convaincre quelques-uns de ses compatriotes. Son plan était simple. Les procédés de fabrication de la bombe étaient connus. Ils figuraient dans les manuels à l'usage du baccalauréat. On se procurerait facilement un peu de matière première. Les chutes d'eau fourniraient l'énergie nécessaire. On ferait vite, avant que le secret du complot ait pu transpirer. Une seule fusée atomique, cela suffirait. Partirait vers un objectif situé sur le territoire d'une des grandes puissances. Elle provoquerait le départ de toute la charmante artillerie braquée vers le zénith. Et les grandes nations s'étant mutuellement exterminées, il ne resterait plus au petit peuple montagnard, si longuement et injustement confiné dans ses étroites frontières, qu'à s'établir sur les dépouilles des puissants, à s'y multiplier et à y prospérer. Une fois de plus, donc, le monde se trouva à feu et à sang par la faute d'une petite nation, mais cette fois-ci, c'était l'agneau qui était devenu loup. Les passagers du B312, selon leur nationalité ou leurs opinions, accusèrent divers pays d'être à l'origine de la guerre. Des discussions puis des disputes s'élevèrent, et il s'en fallut de peu que le stratobus ne devint le théâtre d'un conflit général à l'image réduite de celui qui se déroulait à 30 kilomètres au-dessous de lui. Heureusement,
Le sentiment de la précarité de leur sort et de leur solidarité devant l'angoissant avenir qui les attendait calma l'humeur même des plus irascibles, et un calme accablé régna bientôt à l'intérieur du véhicule. Il y avait de tout parmi les 300 personnes que le B-312 promenait au-dessus des nuages. Des commerçants, des ouvriers, des ménagères qui étaient partis faire une course en laissant le gaz allumé sous leur pot-au-feu, des employés, des étudiants, et il y avait aussi le professeur Collioure-Jury, grand spécialiste de la physique atomique, qui allait faire son cours à l'université de New York avant de revenir déjeuner dans son appartement du boulevard Saint-Michel. Sa jeune autorité, le respect qui entourait son nom, firent que les voyageurs, lorsqu'ils eurent connaissance de sa présence à bord, se tournèrent tout naturellement vers lui pour le charger de trouver une solution à leur sort. Le stratobus, mu par des moteurs à réaction atomique, possédait près de 2 litres de carburant, c'est-à-dire de quoi tenir l'air indéfiniment. Mais s'il y avait de quoi alimenter les moteurs, il n'en était pas de même pour les passagers. Quelques sandwichs au buffet et une centaine de flacons de boissons diverses, c'était tout. Il fallait penser à revenir vers le sol, à atterrir. Mais où ? Le professeur Collioure-Jury s'installa près de Valentin Durafour. Celui-ci prit en main les commandes directes dont il ne s'était jamais servi. Mais il connaissait bien la théorie de son métier, et c'était un homme adroit. Après quelques cabrioles, le B-312 s'arracha son cercle automatique, prit la tangente et fila droit devant lui. Le stratobus fit cette fois le tour du globe à la recherche d'un coin de paix. Les voyageurs, entassés derrière les fenêtres, ne virent qu'un immense nuage tourmenté, creusé de gouffres noirs, agité de tempêtes qui semblaient couvrir le monde entier. Au-dessus de l'hémisphère plongé dans la nuit, ce nuage était parfois éclairé de lueurs pourpres ou violettes, ou illuminé par d'immenses éclairs. Des remous terribles secouaient l'appareil. Collioure-Jury, penché sur une carte, réfléchissait. Depuis quelques années, une expérience était en cours au nord du Groenland. On avait réchauffé une vaste région polaire au moyen de générateurs caloriques à désintégration profondément enfoncés dans le sol à des endroits choisis. Sur ces étendues arrachées aux glaces éternelles, toutes les cultures des régions tempérées avaient été acclimatées et donnaient des primeurs d'une rare qualité, qui profitaient à la fois d'un sol vierge et de l'éclairage rationnel qui remplaçait pendant 6 mois le soleil défaillant. Des paysans de toutes les nationalités, abandonnant les vieux continents épuisés, avaient émigré vers ces terres nouvelles, mais on ne s'était pas encore préoccupé d'extraire les richesses du sous-sol. Aucune industrie ne s'y était installée. Il demeurait quelque chance que ce coin du monde fût resté à peu près intact, aucun des belligérants n'ayant sans doute songé à envoyer des bombes sur des champs de fraisiers ou des semis de petits pois. Il fallait tenter l'aventure. On n'avait d'ailleurs pas le choix. Valentin Durafour conduisit le B-312 au-dessus de la région indiquée, réduisit sa vitesse, perça le nuage de poussière qui s'étendait jusque-là et réussit à atterrir dans une plantation de canne à sucre déjà couchée au sol par un ouragan. La guerre n'avait pas duré plus d'1 heure, mais les ravages provoqués par les bombes continuèrent longtemps après. Les nations civilisées étaient rasées, leur population anéantie. L'atmosphère bouleversée par les explosions réagit en effroyables tempêtes. Des cyclones brassèrent les ruines, des rats de marée submergèrent les côtes. La croûte terrestre secouée craqua. Tous les anciens volcans rentrèrent en éruption
et des nouveaux jaillirent dans les hautes montagnes, soulevèrent les plaines. L'Europe disparut en partie sous les eaux. L'Amérique fut coupée en deux. Un continent surgit au milieu du Pacifique. Du petit royaume des montagnes qui avait provoqué le cataclysme, il ne restait rien qu'un éboulis, sous lequel gisaient les coupables. Parmi ces rochers neufs et ces terres bouleversées, les cascades cherchaient en chantant leur nouveau chemin. Les passagers du B312, que vinrent rejoindre plusieurs autres stratobus rescapés et appelés par téléphone, eurent de concert avec les survivants de la colonie à lutter contre tous les fléaux. Inondations, tempêtes, séismes, famine, épidémies, folie, anarchie. Le professeur Collioure-Jury, entouré d'une poignée d'hommes d'action, mena le combat et tandis que s'apaisaient les soubresauts du monde, parvint à organiser la vie des quelques milliers de survivants qui allaient former la souche de l'humanité nouvelle. Il fallut des générations et des générations pour que la civilisation atomique pût renaître, s'installer d'abord sur l'ancienne calotte glaciaire, puis gagner peu à peu tout le globe, à mesure que les hommes se multipliaient. Le professeur Collioure-Jury avait formé des élèves qui en formèrent d'autres. Ils orientèrent l'humanité vers une vie où la science était enfin mise au service exclusif de la paix et du bonheur. La nature les aidait. Chaque couple avait un grand nombre d'enfants. Une langue universelle régnait, faite du mélange des anciens langages de tous les rescapés. Les îlots de survivants de diverses races, retournés à l'état sauvage, que l'on découvrait çà et là au fur et à mesure de la conquête pacifique de la Terre, étaient scientifiquement absorbés, assimilés par métissage. On fonda un peu partout sur les continents des centres de repopulation et d'extension. Vint un siècle où il n'y eut plus de désert. La terre formait une seule nation, d'une seule race,